Bien, très cher DG, bienvenue à cette édition de MLC Fort Deadline 2018. Ledge, votre humble serviteur, toujours prêt à vous servir, bien sûr, et fidèlement accompagné cette année encore, fidèle à son habitude, de notre analyste Champ. Salut Champ. Salut Ledge. Alors, vous excuserez d'abord ma voix peu mélodieuse aujourd'hui, car je suis infligé par le virus, dit-on. Et tel un Bob Gainey, je suis fidèle au poste, prêt au combat. Prêt à analyser ce trade deadline qui, somme toute, nous part en grand avec plusieurs bonnes transactions quand même. Oui, on a eu des transactions. Il faut dire qu'il y a environ 2 semaines, les gens s'attendaient à un deadline qui n'était pas tellement actif. Mais curieusement, puis heureusement, on a un deadline déjà avec quand même, je dirais, pas loin d'une dizaine de transactions à tout le moins. Et des échanges, comme tu l'as mentionné, Ledge, qui sont importants. Pas tous évidemment, mais qui auront un impact certainement pour la course vers les séries, évidemment vers le championnat. Alors, la première transaction qu'on a vue passer était celle qui a été réalisée, il y a peut-être quelques jours, mais qui n'avait pas été annoncée encore parce qu'on attendait la date limite des transactions. Donc, la Floride qui échange Andrei Markov à Toronto en échange d'un 3e et d'un 4e choix. C'est un échange qui annonce pour les Panthers le changement un peu de direction pour la saison. Andrei Markov s'était amené en début de saison avec beaucoup d'espoir. Puis finalement, disons que Markov n'aura pas vraiment eu un impact très solide chez les Panthers. Récolté, je pense, moins de 20 points avec les Panthers. Ce qui fait en sorte que son sort était un peu jeté directement à la date limite des transactions. S'en va à Toronto, un échange interdivision. Je pense que pour les Leafs, c'était un défenseur qu'on avait grandement besoin. Maintenant, est-ce que les Leafs, avec ça, vont être en mesure de répéter leur exploit de gagner la Coupe Stanley? Je ne peux pas nécessairement dire que c'est chose certaine, mais en étant quand même premier dans la division, puis en allant chercher un défenseur comme Markov pour un choix, pour quand même un 3 et un 4, c'est pas si cher que ça. Mais il faut dire que le 3e est bien placé quand c'est le 3e Vancouver. Donc on parle pratiquement d'un choix de 2e ronde. Désolé Martin à Vancouver, mais le choix est bien placé. Donc ça m'apparaît être un échange qui est honnête pour les deux équipes. Oui, effectivement, un beau rental, comme on dit, parce qu'on s'entend que Markov, étant donné qu'il joue maintenant en Russie, n'aura plus les cotes l'an prochain. Un autre échange entre Buffalo et Edmonton, cette fois, Tomáš Vanek ainsi qu'un 4e choix. Ça en prend pacte bagage pour Buffalo. Il part d'une ville plate comme Edmonton pour se rendre dans une autre ville plate comme Buffalo. Ouais. Et Letestu et un 6e choix 2019 s'amènent à Edmonton. C'est un échange qui m'a surpris. Comme tu dis, c'est 2 villes plates, effectivement. C'est sûr que chacune a leur avantage. Il y en a une qu'on a beaucoup de pétrole, l'autre on a beaucoup de chicken wing, mais sinon, ça se ressemble pas mal. D'aller voir Buffalo et chercher Tomáš Vanek, j'étais un peu surpris parce qu'on tente des compétitifs pour l'année prochaine. C'est vrai que Vanek vient aider à ce niveau-là, mais c'est quand même un joueur qui est vieillissant, mais qui performe bien avec les Canucks dans la LNH. Fait que c'est bien, mais d'avoir donné Letestu, qui est un joueur hyper complet, qu'on avait donné à Adam Fox à Columbus en début d'année, puis Adam Fox, c'est un défenseur peut-être dans les 10 meilleurs dans la relève des défenseurs dans la Ligue nationale. Donc, je trouve qu'on avait payé un prix qui était quand même élevé pour Letestu. Là, on l'échange contre Vanek. J'avoue que j'aime moins cet échange-là du côté de Buffalo. Pour Edmonton, Letestu, ça va venir vraiment bien cadrer avec ce qu'il désire pour le restant de l'année. Évidemment, Buffalo obtient quand même un choix, il faut le dire, 4e choix, c'est mieux qu'un 6e, surtout que le 4e est cette année, le 6e est l'année prochaine. Donc, on vient équilibrer un peu, mais je dirais si j'avais à m'avancer, je donnerais un avantage aux Oilers dans cet échange-là. Et les Oilers qui n'ont pas perdu de temps pour compléter une seconde transaction, cette fois-ci avec Rémi à Tampa. Edmonton qui va chercher Marcus Kruger et Tampa Bay, lui, qui reçoit Zemgus Girgensons. C'est un échange que tu sembles bien aimé au niveau des noms, là, John. Oui, effectivement, c'est toujours des formations professionnelles, peut-être, de prise de présence en classe. C'est toujours un réel plaisir de massacrer les noms. Dans le cas de Kruger et Girgensons, c'est un échange. 2 joueurs qui peuvent se ressembler d'une certaine manière, c'est-à-dire que deux Européens qui sont plutôt défensifs et qui ont quand même eu certaines saisons dans la Ligue nationale qui étaient intéressantes, mais que finalement
ça s'est pas développé comme on pensait. Kruger, c'est le nom le plus connu des deux. Était avec Chicago pendant leur conquête de la Coupe Stanley. Maintenant, il est avec les Hurricanes en Ligue nationale, mais a été mis dans la Ligue américaine, si je me trompe pas, pendant un instant. Donc, c'est sûr que c'est pas nécessairement ce qu'on s'attendait d'un joueur aussi complet que lui à l'époque. Mais il a quand même 79 de def pour cette année, donc c'est bon pour les Oilers. Et Gigerson a peut-être un potentiel plus intéressant à moyen terme, mais encore là, pour les Oilers, c'est pas une grande perte. Moi, je trouve que c'est un échange qui est très correct pour les deux équipes, ça dépend vraiment de ce qu'on vise. Dans le cas de Rémi, je sens un peu on veut brasser la soupe, puis en même temps, on vise peut-être pas nécessairement la Coupe Stanley. Oui, on s'est amélioré, mais moi, on m'a même dit de source sûre qu'on aurait à faire des joueurs d'impact du côté de Tampa Bay contre des prospects, même qu'on aurait peut-être un échange dans ce sens-là, puis peut-être un deuxième. Donc, dans le cas de Tampa Bay, oui, on a fait un échange pour aller chercher deux attaquants il n'y a pas longtemps avec Rangers, c'est-à-dire Vincent Trocheck et Ryan Johansson, mais on pourrait liquider encore. Et on a une autre transaction. On reste dans le sud des États-Unis. En Caroline, on est allé chercher Lou Erickson ainsi qu'un 5e choix. Et en Floride, on reçoit le défenseur Mayfield. Moi, ça, c'est un échange que j'aime beaucoup. Erickson s'accorde beaucoup dans les plans des Hurricanes. C'est un attaquant qui était très bon auparavant, qui est diminué quand même, mais fait relativement bien dans la Ligue nationale. Très complet. Très complet. Donc, moi, j'aime ça. Mais en même temps, pour les Panthers, parfois, je trouve que les équipes ont trop tendance à échanger leurs joueurs contre des choix un peu trop souvent. Puis, un choix, c'est peut-être à 5-6 ans de performer. Mayfield, lui, est jeune, a signé 5 ans dans la Ligue nationale avec les Islanders, un contrat très faible de 1 million quelques par année. C'est un défenseur qui joue entre 16 à 18 minutes par match. Est-ce que ça va devenir le prochain Norris? Très certainement pas. Mais est-ce que ça pourrait être un 4e défenseur intéressant pour une équipe? Oui, je pense que oui. Donc j'aime l'échange vraiment pour les deux équipes où ils sont situés en ce moment. Donc ça, quand on parle des plus beaux échanges à date, pour moi, celui-là, c'est le numéro 1. Et dernier échange de ce premier segment de MLC Fort Deadline à Tampa encore. On va chercher Jordy Ben ainsi que Trent Frederic. Et à Montréal, on va chercher un certain Milan Lucic. Ça, c'est un gros échange. D'ailleurs, j'ai bien aimé de voir notre Ben PQ national qui a écrit à Montréal, on est très tranquille. On a quand même été chercher Milan Lucic, qui est, je dirais, une très grosse prise. C'est sûr que Lucic, parlant de grosse prise, c'en est toute une grosse prise. Oui. Un gros morceau. Oui, un gros morceau avec un piano sur le dos. Mais encore des très belles cotes dans la ligue. Peut performer. Et puis Montréal, qui voulait rebâtir en début d'année, finalement s'est rendu compte que même quand je rebâtis, je gagne. Ce qui peut frustrer certains DG parfois. Mais ça fonctionne bien. Donc, j'aime l'ajout. Jordy Ben, on s'entend. C'est correct, mais il vient rejoindre son frère, donc c'est un beau clin d'œil. Trent Frederic, choix de première ronde des Bruins de Boston il y a 2 ans. Un joueur format géant, fait bien NCAA aussi. Donc, je pense qu'on a quand même payé le prix, mais pour Montréal, on avait le moyen de le faire, mais ça va un peu avec la philosophie de Tampa Bay qui semble être vouloir peut-être reculer d'un pas pour aller 2 pas de l'avant par la suite. Donc, ça conclut la section transactions. Parlons maintenant un peu des équipes quand même. J'aimerais ça t'entendre à savoir quelle équipe va être particulièrement active sur le marché selon toi ce soir. On a déjà quand même des équipes qui ont fait plus d'une transaction. Je pense à Tampa, je pense à Edmonton. C'est des équipes Floride aussi qui ont fait 2 transactions. Est-ce que tu penses qu'il y a des équipes vraiment qui vont se démarquer par leur présence marquée là, au niveau des transactions? Ben, je pense que malgré qu'il travaille, ça reste un incontournable. Je pense que Chev ce soir va être actif. On m'a déjà dit quand même des rumeurs qu'on parle de joueurs d'impact aussi dans des transactions. Donc, on pourrait voir un blockbuster de ce niveau-là. Ça, je pourrais voir ça. Je pense aussi que Winnipeg va être actif. Peut-être pas de manière très excitante. On a des gars comme Marian Hossa qui sont disponibles. C'est peut-être pas le même Marian Hossa qu'il y a 5-6 ans, mais ça reste un joueur intéressant. Je m'attends à voir les Kings qui semblent avoir un problème d'identité bouger. Du côté des Kings, plusieurs vétérans encore disponibles. Est-ce qu'on va faire un gros échange, qu'on va en faire 3-4 petits? Je ne sais pas, mais je peux voir ça. Je vois Anaheim aller chercher un défenseur de plus après Dion Phaneuf récemment. Non, il y a quand même des équipes qui vont être actives, mais je te dirais que c'est ces équipes-là que je m'attends de voir le plus bouger au niveau de transaction.
Et en préparant l'émission, tu me parlais d'une équipe, celle du Wild du Minnesota, une équipe que tu connais quand même assez bien. Oui. Mais ce que tu me disais sur le Wild, je trouvais ça bien intéressant. Puis j'aimerais ça que tu partages ce que tu disais par rapport à cette formation. Ben, c'est l'équipe la plus intéressante pour la date limite des transactions. Le directeur général a marqué il y a environ 24 heures que toute l'équipe pouvait être disponible. Puis ça fait beaucoup de sens parce qu'on est un peu à la croisée des chemins. On a gagné une Coupe Stanley lorsqu'on est arrivé. Lorsque j'ai vendu l'équipe, il avait gagné par la suite la Coupe Stanley, peut-être l'année d'après, si ma mémoire est bonne. On avait fait des bons échanges, mais on avait cherché à gagner. On était en mode transaction win now. Vraiment, c'est ça l'objectif. Puis on l'a accompli. Maintenant, c'est sûr que l'équipe s'en ressent d'une certaine manière, c'est-à-dire que l'équipe est moins jeune qu'elle l'était auparavant. On a des gars comme Thornton, comme Zetterberg, quand même, qui ne rajeunissent pas. Et ça fait en sorte que le noyau de l'équipe est quand même relativement vieux. Oui, on a des Brendan Saad, des Drew Doughty, des Kevin Shattenkirk qui sont encore dans la fleur de l'âge. Mais oui, on pourrait faire les séries. On est à 5 points des séries avec 2 matchs en main. Mais aussi, on pourrait les manquer. Il n'y a pas vraiment de chimie dans l'équipe. Donc, est-ce qu'on pourrait chercher du renfort? C'est une possibilité, surtout avec Thornton et Zetterberg, dire là, il faut gagner dès maintenant, encore peut-être une dernière fois. Ou est-ce qu'on dit hey, on va liquider avant que ça devienne un peu trop tard, puis on va rebâtir pour justement peut-être reculer cette fois-ci de peut-être 2 pas pour aller 4 pas en avant, c'est-à-dire peut-être plus marqué. Il faut dire qu'en ce moment, ils sont pas en séries éliminatoires. Non. Là. Non, mais Non. ils ont des matchs en main, peuvent. Donc, c'est ça. Cette équipe-là pourrait choisir soit de liquider puis, Oui. ou encore de se renforcer de cette année. Ça parlait des deux côtés. Donc, c'est pour ça que pour moi, Minnesota, c'est vraiment l'équipe, la carte sauvage, comme on dit, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, mais c'est fait. Pour ce soir, il nous reste encore environ 3 heures avant la date limite. Donc, moi, je m'attends à voir un échange. Est-ce que c'est Andy Green aussi, qui est un bon défenseur sous-estimé? Faudrait voir. Donc, chers légers, j'espère que vous avez apprécié ce premier segment. Restez bien à l'écoute car dans 1 heure environ, on devrait avoir un deuxième segment avec quelques transactions. Là, on voit déjà qu'il y en a qui commencent à rentrer, mais on vous laisse quand même le tout pour le deuxième segment. À tantôt.